Notre émission littéraire, Rivage, Rive est à la page, présentée par Sandrine Bertanet, romancière et pagienne. Bonjour, vous êtes sur Rivage, l'émission littéraire. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce qu'au lieu de parler de romans, au lieu de parler de contes ou de fables, nous allons présenter une écriture que je pourrais qualifier de thérapeutique. C'est un témoignage et un témoignage un peu spécial puisqu'il est écrit à 4 mains et en 2 temps différents. Nos invités sont donc Hélène Reich qui va parler au nom de sa fille Julia, puisqu'Hélène et Julia ont collaboré à l'écriture de ce livre. Et puis elle est accompagnée par une amie, Céline, qui pourra intervenir également dans l'émission et essayer de donner encore plus d'ampleur à la voix de Julia. Donc Julia qui n'est pas avec nous puisqu'elle est décédée et que ce témoignage lui rend hommage. Alors bonjour Hélène et nous sommes ravis de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous raconter de quelle manière vous avez contribué à l'écriture de ce livre et terminer du coup l'œuvre commencée par votre fille ? Alors l'écriture de ce livre a mis bien 3 ans. Il est suite effectivement à la découverte d'un recueil sur l'ordinateur de Julia. Enfin, un recueil, on ne savait pas exactement, mais à plusieurs pages d'écriture, découverte sur son ordinateur par une amie, Elisa. Voilà, c'était en fait cette découverte, elle était empreinte de plein d'émotions. Parce qu'on on cherchait des photos pour l'enterrement de Julia. Du coup, Elisa nous a demandé si elle pouvait l'imprimer. On l'a imprimé et on s'est rendu compte que Julia avait laissé trace de sa maladie, un parcours sur plusieurs années, atteinte d'un cancer par 3 fois. Et donc, on pense que ces pages d'écriture, elles ont été écrites à l'âge de 24 ans. Lorsque le 3e cancer l'a atteint. Voilà. Est-ce qu'elle voulait témoigner? Est-ce qu'elle pensait avoir le temps de finir? Parce que bon, la 3e fois, elle était en rémission. Donc, je pense qu'elle ne s'attendait pas du tout à cette fin. Voilà. On a été... beaucoup d'émotions à la découverte de cet écrit. Il a fallu du temps, sur le coup, de savoir, de le lire, de le mettre de côté et de savoir quoi en faire. L'idée d'écrire, elle n'est pas venue bien sûr tout de suite. Elle est venue petit à petit en se disant que Julia, effectivement, voulait en faire quelque chose, elle voulait témoigner. Donc voilà, je l'ai fait lire à plusieurs personnes, le recueil de Julia, de plusieurs pages, dont Céline, leur demandant leur avis. Alors déjà, j'avais bien en tête l'idée... que si je continuais cette écriture, certes c'était après ma parole à moi, j'allais prendre le relais, la suite, raconter. Julia n'a pas été que malade, elle a été aussi dans la vie, elle était en couple quand elle est partie, à l'âge de 25 ans. Elle a voyagé, elle a fait des études, elle venait de signer un CDI, donc dans la vie, elle n'était pas que malade, donc je voulais aussi témoigner de ça. Et je savais déjà un petit peu la forme que pouvait prendre ce livre, à savoir le début, c'était l'entrée le recueil de Julia. Après, je voulais aussi apporter un peu de légèreté dans ce livre, avec des dessins, des morceaux de musique, appréciés par Julia et aussi, bien sûr, par moi. Voilà. Donc tout ça, ça a été un long chemin de réflexion, de maturation, des allées et venues, parce qu'il a fallu aussi, c'était une dure épreuve de raconter tout ça. De passer à l'écriture, c'était très difficile, des moments d'arrêt inévitablement, ou des moments aussi de découragement, mais de se dire j'y arriverai pas, c'est trop difficile, et en même temps une force, une détermination à aller jusqu'au bout. Ça prendrait le temps que ça prendrait, mais j'avais cette forme de détermination, comme si effectivement, je le dis comme ça, une petite voix intérieure me poussait d'aller jusqu'au bout. Il fallait qu'il y ait ce point final, voilà. En même temps, la vie continue. C'était une façon aussi à moi de sceller un lien très fort, une forme d'exutoire. Je me suis fait aussi aider dans ce parcours-là. Oui, vous avez été accompagnée. J'ai été accompagnée. Par des professionnels, je veux dire, pas seulement par l'entourage. Pas pour l'écriture, mais oui, pour aller au bout de la démarche. Voilà, au bout de la démarche, les moments, parce que
comme je le dis dans ce livre, il y a eu des moments de légèreté d'écriture, mais il y a eu des moments de douleur. Ça ravivait beaucoup de douleur. Ça impliquait aussi le clan familial. Il y avait un jeu, un équilibre à trouver, à dire suffisamment de choses sans rentrer dans l'intimité aussi familiale. Et rester pudique. Rester pudique. Comme je le dis aussi, c'est des coups de cœur, des coups de gueule. Voilà, le livre est jalonné aussi de ces moments-là. Bien sûr. Il y a de toute façon à la fois cette ambivalence de noirceur et ce combat, mais aussi une lumière qui transparaît au travers de l'écriture, qu'on voit à travers un vitrail, à travers une fenêtre, beaucoup de lumière, et les petites touches de poésie, effectivement, les chansons qui sont citées, tout y contribue pour montrer qu'il y a cette part de Julia qui reste au final. Et c'est un très beau moment de continuer ce qu'elle a commencé. Donc elle aurait commencé en 2017. Et il y a une poésie qui est citée dans le livre qu'elle aurait écrite avec du recul sur cette période de maladie. Mais il y a beaucoup de joie et beaucoup de positivisme quand on voit qu'elle essaye de tourner à la plaisanterie, plusieurs moments, etc., douloureux, d'opérations, de réveils compliqués, de douleurs physiques aussi. On a l'impression qu'elle avait l'intention de nous en dire beaucoup plus. Elle parle des 3 cancers au final, et elle le dit quand elle explique qu'elle a perdu 3 fois ses cheveux. Elle dit qu'elle nous en dira plus sur les associations auxquelles elle a pu participer, comme par exemple Chacun son Everest, et au final c'est en suspens. On n'a pas la suite. Donc terminer tout ça, c'était déjà en soi aller au bout de son projet à elle, et puis c'est devenu votre projet. Donc c'est 2 choses qui se superposent et qui lui rendent hommage, mais qui vous ont peut-être aidé vous aussi. Là où j'ai rencontré de la difficulté, c'est dans les moments d'épreuves difficiles. Bien sûr. Quand le cancer recommençait, voilà, il fallait revivre ces moments-là. C'était une façon aussi de les revivre. Et c'était quand je suis arrivée à la fin, je veux dire le dernier combat de Julia, voilà, quand en soins palliatifs, du coup là ça a été difficile d'écriture parce que je m'approchais de la fin de l'ouvrage. Comment le terminer? Je voulais aussi le terminer avec une note, profonde, et aussi une forme de... Voilà, presque une métaphore. Une métaphore. Et donc la fin du livre, c'est l'hommage aussi que je rends à ma maman. Là, pour le coup, c'est peut-être la seule émission où on peut spoiler concernant la fin du livre et le choix. Donc vous êtes avec votre maman qui a Alzheimer, c'est ça? Tout à fait, qui est dans un établissement spécialisé, et qui, effectivement, on lui a jamais dit que Julia était décédée. On n'est jamais arrivé à lui dire, mais elle l'a senti, et voilà, ça se traduisait comme ça. Et donc le passage, la fin du livre, c'est vraiment un moment, ça a été un moment plein d'émotions. Et pour moi, c'était, quand j'ai su que c'était ça, qu'il fallait que je mette à la fin, il fallait que je termine comme ça m'a aussi apporté une aide pour le terminer. Parce qu'il y a eu comme un vide quand j'ai terminé aussi ce livre. Oui, c'est ça, c'est l'après, c'est au final avoir terminé tout ça, c'est un soulagement, et tout en même temps, le manque. Tout à fait. Le manque de se dire, ça marquait aussi une séparation, parce que l'écriture, j'ai eu le sentiment aussi que ma fille était à mes côtés, avec toute la difficulté qu'elle soit présente et absente à la fois. Enfin, cette absence-là, comme je le dis au quotidien, cette absence, elle s'apprivoise. Il y a des moments plus difficiles que d'autres. Il y a des moments encore où la douleur revient en vague. Voilà, la souffrance, petit à petit, elle s'use, mais bon, elle reste quand même profonde. Il y a des souffrances périodiques aussi parfois, que ce soit Noël, que ce soit des périodes festives pour d'autres, et peut-être des anniversaires aussi, ou des choses comme ça. Tout à fait, ça reste très compliqué. Ouais. Très compliqué. Avec le temps, on arrive à apprivoiser cette absence, mais ça reste... Ou l'anticiper aussi. On l'anticipe, on le pense souvent à l'avance. On essaye aussi d'organiser ces moments pour être à la fois entouré,
et le vivre aussi dans une forme de solitude, parce que voilà, on a envie que ces moments-là... il y a de la pudeur. Il y a de la pudeur, ouais, tout à fait, de la pudeur. Qui se greffe à ça, parce que c'est un enfant, c'est l'amour d'une mère, c'est pudique. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a cette relation du coup mère-fille qui est très très fusionnelle au final, mais comme vous dites, il y a aussi son frère, il y a aussi le reste de la famille, et la période difficile c'est à l'automne, j'ai cru le comprendre, ça vient de passer finalement. Tout à fait. Vous préférez du coup le vivre en famille? Alors on a des petits rituels, voilà. des rituels, par exemple pour l'anniversaire de Julia qui est en juillet, ben on va tous les trois au restaurant avec mon fils. Voilà. Noël on le passe aussi en famille. Après on est ouvert aussi à des amis, on est très entouré, mais c'est des moments où... Il y a une cellule, voilà. Ouais, le clan. Obligatoire, ouais. Il y a le clan qui se reforme, qui se resserre. de ses souvenirs. C'est souvent le cas quand il y a un décès, on se resserre en famille pour pouvoir se serrer les coudes, comme on appelle. C'est une forme de recueil. De recueillement, oui. De recueillement, tout à fait. Le livre, c'est ce recueil aussi. C'est un très très beau témoignage et ceux qui peuvent le lire, et peut-être Céline, vous pourriez nous en parler, ressentent toute cette émotion-là. Et en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, ne sont pas voyeuristes. C'est-à-dire, on a l'impression vraiment que justement, c'est avec beaucoup de respect, avec une forme d'optimisme au final, que les choses sont dites, même dans les épreuves. Ouais. Mais ça caractérisait en plus beaucoup Julia, et en fait, elle était lumineuse, elle était positive, et je trouve que ça ressort beaucoup dans le livre. Alors moi, pour le coup, j'ai eu plusieurs temps dans la lecture de ce livre, parce que je l'ai vu en construction, je l'ai vu au début, je l'ai vu inachevé, j'ai vu le moment où j'en avais que l'écriture de Julia, sans l'écriture d'Hélène. Et voilà, moi j'étais un petit peu en coach, un peu on peut dire, hein, voilà, ça avance, c'est bien, on échangeait beaucoup. Hélène me disait que les moments où c'était plus difficile, où elle bloquait dans l'écriture, et puis les moments où ça y est, là ça avançait, et du coup j'avais lu la version pas encore reliée, pas encore avec la photo de Julia sur la couverture. Et quand j'étais dans cette relecture-là, c'était très différent du moment où le livre a été imprimé. Et là, pour le coup, alors que je connaissais très bien l'histoire, et en plus ayant connu Julia aussi avant, j'ai pas pu l'ouvrir pendant longtemps. En fait, j'avais le livre dans les mains, je regardais la photo de Julia sans pouvoir ouvrir le livre. Et quand je l'ai relu, je l'ai relu complètement différemment. C'était vraiment une expérience étonnante, une redécouverte de l'histoire que je connaissais en fait. C'est ça, c'est qu'au final, je crois que vous le dites à un moment, quand vous abordez le passage où vous allez justement poursuivre ce que Julia avait commencé, de dire vous avez envie que ce livre soit lu, relu par des gens qui la connaissaient comme par des inconnus. Et à chaque lecture, c'est différent. Moi, je l'ai lu 2 fois également, et la deuxième lecture n'est pas comme la première. Là, on se pose des questions autres. La première fois, bien sûr, on est captivé par l'histoire elle-même, et maintenant, je m'attache à des petits détails. Je me dis, ah oui, l'escalade, tiens, ces courses, par exemple, de VTT, dans les monts d'or. Je repère plein de petites choses qui, finalement, construisaient déjà, on va dire, ce témoignage, et où je vois de plus en plus de lumière. En fait, je vois de plus en plus de lumière. Et c'est pour ça que le ciel, le fait d'observer la nature, des petits moments où il y a des petits émerveillements au final, ce sont des moments qui comptent beaucoup. La première fois, j'avais énormément focalisé sur le rôle du chien, dont on va peut-être parler. Et maintenant, je me dis, mais non, ce sont tous ces petits bonheurs qui contribuaient au fait que le combat valait le coup, bien sûr, d'être mené jusqu'à son terme. Mais au-delà de ça, tout n'est pas perdu. Et on sent Julia, on sent sa présence, en fait, à la fin du livre. C'est bien que si on le rouvre, de toute façon,
on sait qu'on va encore s'émerveiller de plein de petites choses et que ce n'est pas fini. Alors, si vous voulez bien nous parler du chien, pour les auditeurs qui ne savent pas pourquoi j'aborde la question. Alors, vous avez menti au médecin. J'ai menti au médecin, mais pas toute seule. Hein. Mais quand même, c'est vous qui avez dit non, il n'y a pas d'animal à la maison. On m'a fait porter le nom, on m'a fait dire non. Et en fait, comme je le dis dans l'ouvrage, l'idée d'avoir un chien, ça a émergé quand Julia s'apprêtait à rentrer. Il parlait de greffe, autogreffe, voilà. Ça allait prendre un autre tournant, hein, je veux dire, au niveau des soins. On ne savait pas trop encore et elle se trouvait pour une semaine à l'hôpital dans la chambre avec une jeune fille atteinte d'une leucémie. Et un jour, je rentre dans la chambre, toutes les deux en grande discussion. La jeune fille, Morgane, en pleurs. Et Julia me dit, tu sais, maman, elle est vraiment triste parce qu'elle doit se séparer de son chien. Ah oui, je lui dis ça, c'est pas drôle. Enfin, bon, bref. Donc, silence dans la chambre. Et bon, après, donc, Julia me dit tout doucement, c'est parce qu'elle va avoir une greffe et il ne faut pas d'animaux à la maison. Donc pendant un certain temps, le chien va être donné en pension. Et donc Morgane nous entend parler, elle dit donc si un jour vous avez un chien, il ne faut surtout pas, elle était en sanglots, dire que vous avez un chien. Moi, je disais quand même mentir au médecin. Voilà, bon. Et puis du coup... En fait, Julia a eu un épisode très très difficile après cette semaine de chimio très lourde où elle est rentrée en réanimation à l'hôpital femme-mère-enfant pendant plusieurs jours dans un état quand même assez grave, une grosse infection pulmonaire. Et du coup, voilà, en sortant de cette séquence de réanimation, c'est comme si sans vraiment se concerter, on se disait, enfin on s'est dit faut repartir dans la vie, voilà. Alors moi j'avais jamais eu de chien, mon mari oui, mais il disait toujours j'en aurais plus parce que la perte de son premier animal avait été douloureuse pour lui. Et puis Julia avait très très envie d'un chien, donc on lui a rien caché, mais on a préparé tout ça dans les coulisses, parce que Julia bien sûr en sortant de réanimation est retournée à Léon Bérard. Donc on a préparé tout ça, mon mari a pris les choses en main et donc trouvé un éleveur, voilà, la race de chien, bon c'était plus ou moins attendu, c'est un Golden Retriever, donc voilà, il fallait aussi un chien qui soit quand même facile pour éduquer. Mais en plus, voilà, c'est pas que j'ai peur des chiens, mais bon, j'avais aussi cette appréhension, j'avais jamais eu de chien. N'ayant pas eu de chien, il fallait prendre quand même des précautions pour Julia, ça on le savait, mais bon, de là à se dire... Et puis voilà, donc les choses, elles se sont mises en route de cette façon. La chiotte, elle est arrivée donc le 13 juillet. Pour son anniversaire ou pas? Pas très loin, parce que l'anniversaire de Julia, c'est le 23 juillet. D'accord. Donc le 13 juillet 2009. Et du coup, elle est arrivée à la maison, elle a une boule de poils, hein, un gros nounours, voilà. Elle a mis de la vie commun, alors toutes les bêtises qu'elle a pu faire, voilà. Et ce qu'il y a, c'est que... Et ben, du coup, quand Julia est rentrée en autogreffe pendant 5 semaines, août 2009, on avait oublié le fait qu'il fallait rien dire au médecin, on n'était plus là-dedans, quoi. Mais par contre, la question de fin, à l'issue de ces 5 semaines, rappelez-moi, monsieur, madame Reich, vous n'avez pas d'animaux à la maison, parce qu'il est dans le dossier, voilà. Un petit peu sous l'effet de sidération, hein, non. non, voilà. C'était plus simple. C'était, oui, parce que alors le oui aurait été, j'imagine, explosif, quoi, voilà. Donc du coup, on est reparti, tous les trois, retrouver son frère à la maison, et la chiotte qui nous attendait, quoi, voilà. Et comme je le dis dans le livre, dans la voiture, ça a été le divorce à l'italienne, parce que mon mari est très en colère en disant mais attention, t'as entendu peser les risques en se disant les risques ça va pas qui sont être très stérile, ça va il être allait rester compliqué. lui à la maison, garant effectivement des soins, garant des rendus pour les médecins, pour les infirmières, voilà. Donc je passerai les détails, ça a été très compliqué, on a trouvé un compromis, Julia qui essayait de nous apaiser, pour moi, je disais, de toute façon, on ne regrette rien, il fallait dire non et on verra le reste, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, Julia et Amy, ça a été du début jusqu'à la fin. Enfin, je veux dire, une très très belle histoire. Une très belle histoire. Avec les animaux, c'est aussi une histoire d'amour. C'est un
inconditionnel presque, hein, parce qu'un chien ça donne beaucoup plus que ça reçoit presque. Oui. Elle a mis de la vie parce que 5 semaines en autogreffe, Julia, et vous avez besoin de vie. On avait besoin de cet élan de vie, cet élan de vie qui nous transportait dans des états de fou rire, dans des états, enfin voilà, comme je dis, des fois on voyait une marée couler dans tous les sens, des bêtises du chien, voilà. Et du coup, ça nous rendait légers, ça nous apportait du temps de légèreté. Dans son lit au final, hein. Voilà. Le petit kiki rouge. Nous avions mis des règles très strictes. Oui, quand elle a été choisie, bien sûr, elle a participé au choix ça a été un coup de foudre. En fait. Un coup de foudre. C'est pour ça que le kiki rouge, voilà, c'est aussi, j'ai voulu l'inscrire bien sûr dans le. Il est représenté même dans les illustrations. Dans les illustrations, tout à fait. Et les illustrations sont faites par un ami à vous, c'est ça? Alors un ami de Julia, Luca Berrottini, faut pas que j'écorche, qui j'ai fait appel à lui parce que j'avais une idée assez précise des dessins que je voulais. Trouver la personne, enfin je veux dire, c'est pas simple, hein, on a peut-être certains des talents de dessinateurs, mais je voulais vraiment quelque chose qui nous ressemble aussi, enfin voilà, j'avais des idées. Mais c'était important qu'il y ait des dessins, comme des extraits de poèmes, de chansons, etc. Dès le début, quand je me suis lancée dans l'écriture, je savais que dans le livre, et j'allais insérer des passages de chansons et des dessins. Voilà, j'avais ça en tête. Je l'avais aussi partagé. Et du coup, quand j'ai proposé à Lucas, et Lucas m'a dit, mais Hélène, il a été tout de suite partant. Ça n'a pas été simple pour lui non plus, parce qu'il connaissait bien Julia. À la fin du livre, il y a un très beau portrait de Julia, fait au fusain. Et du coup, ce dessin, il a eu une idée très belle. Ce portrait, il l'a fait à partir d'une photographie. Je lui avais donné un album à Lucas, et il l'a fait à partir d'une photo où Julia portait un nouveau-né. Du coup, il a gardé les traits de Julia, la posture de Julia, enfin voilà, quand il m'a montré ses dessins, en l'occurrence celui-là, j'étais très touchée. Et tout de suite, je me suis dit, ce portrait sera à la fin. Parce qu'il apportait une forme de lumière, une forme de vie, voilà. Mais c'est vrai que du coup, vers la fin, il y a ce portrait, et puis il y a donc la conversation avec votre maman. Et je crois, à l'occasion de cette conversation-là, de dire que vous aviez l'impression que Julia était désormais entourée d'enfants. Je crois qu'il y a le mot enfant. Tout à fait. Pourquoi cette impression qu'elle serait parmi les enfants? Ou entourée d'enfants? En tout cas, comment vous l'interprétez? Alors Julia, quand elle ne faisait pas du tout un métier auprès d'enfants, hein, Julia, mais à l'hôpital, Julia était toujours très sensible aux enfants plus jeunes qu'elle, hein, notamment très jeunes, malades. Du coup, quand elle se trouvait en activité, en atelier, quand elle était dans les couloirs, elle était toujours à donner, en termes de conseils, mais de discuter avec des parents, de jouer avec les petits. Elle avait un côté maternant. Un côté maternant, d'accord, tout à fait. Un côté maternant. Donc, et puis il y a eu aussi l'histoire avec la rencontre avec la médium, où dans la conversation, elle m'a dit que Julia se trouvait au cercle des Lumières et qu'elle s'occupait d'enfants. Donc ça m'a laissé, enfin ça a fait, en moi j'ai été rassurée, ça m'a apporté une forme de sérénité. Voilà. Elle est bien. Il y a cette idée-là. Et puis du coup, l'idée qu'elle a côtoyé beaucoup d'enfants malades, donc quand elle était à Léon Bérard, et que pour la dernière récidive, enfin c'est un autre cancer, mais elle était déjà majeure, et vous le dites, au final, elle a préféré retourner auprès des oncologues qu'elle connaissait, notamment de cette personne qu'elle considère comme un héros qui s'appelle Mathias, et à qui vous rendez aussi bien hommage dans le livre. Elle est retournée au département pédiatrie plutôt que d'affronter ça avec les adultes.
Alors Julia, il y a 2 choses. Si elle est restée côté pédiatrique, c'est qu'elle était déjà connue par le service pédiatrie. Depuis pratiquement 12 ans. Premièrement à l'âge de 14 ans, ensuite à 16 ans et demi, et à 24 ans, elle aurait dû passer côté adulte. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rencontre un peu difficile avec une oncologue spécialiste des cancers, les tumeurs neuroendocriniennes. Et du coup, d'un commun accord, suite à un entretien un peu compliqué dans une chambre où l'oncologue a manqué de tact, certes une très bonne professeure, mais a manqué de tact quand Julia lui a posé des questions, parce que Julia a toujours eu le souci, toujours eu besoin qu'on lui dise la vérité. Et effectivement, par manque de tact, cet oncologue lui a dit de ce cancer, on n'en guérit pas. Julia, de cette parole-là, elle en a déduit qu'elle s'en sortirait pas. Donc ça, voilà, comme je le raconte, ça a été un épisode un peu compliqué. Moi, quand je suis arrivée dans la chambre, Benjamin, son compagnon qui était aussi présent, tous les deux étaient effondrés. J'étais très 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 en colère. Et du coup, Mathias, sur le coup, a été appelé. Voilà, comme je le dis dans le livre, quand je suis sortie dans le couloir, les infirmières m'ont vu très en colère et j'ai pu dire, voilà, dites-nous s'il faut. Enfin, je veux dire, Julia, elle n'a pas besoin de soins, c'est inutile de la faire souffrir. Enfin, je ne sais plus à ce moment-là ce que j'ai dit, mais j'ai dû être très convaincante. Parce que quelques minutes après, Mathias s'est déplacé pour dire qu'elle retournait en pédiatrie. Tout à fait. Dans son département. Ils ont acté ça tous les 3, Benjamin, Julia et Mathias, pour dire qu'elle resterait en pédiatrie, qu'effectivement cet oncologue, sans remettre en cause ses compétences, allait s'occuper du suivi de cette maladie, parce qu'elle était quand même la spécialiste, mais que c'était Mathias qui resterait son médecin référent. Voilà. Et il l'a suivi, vraiment accompagné jusqu'au bout. On n'a plus revu cet oncologue. Pour dire aussi, alors j'ai souhaité relater cet épisode, parce qu'à l'hôpital, je veux dire, je rends hommage aussi à cet hôpital, à ce service. Voilà. De savoir ce qu'on peut dire ou pas, ce qu'on est prêt à entendre. Tout à fait. L'annonce de la maladie, c'est déjà pas simple. Bien sûr. Et quand on vous l'annonce 3 fois, c'est très compliqué et tout compte. C'est vrai qu'à Bérard, il y a une culture d'équipe, des personnes très empathiques. Au quotidien, il y a beaucoup de souffrance, mais il y a beaucoup de vie aussi à Bérard. Voilà, beaucoup de joie. Enfin voilà, on fait aussi des belles rencontres dans la souffrance, certes, on s'en passerait bien. Je garde ça aussi de Bérard. Et puis cet épisode avec cet oncologue, c'est un épisode isolé, parce que je veux dire, ça m'a même surpris, même si elle ne s'est pas adressée à moi, je ne comprenais pas qu'un médecin puisse aussi avoir des paroles aussi dures. Mais ça reste une exception par rapport. Ça reste une exception, et effectivement avec du recul. Les autres occasions, personnelles a fait preuve. Tout à fait. Après, Julia avait aussi le fait de vouloir savoir. Je pense que le médecin, cet oncologue ne connaissant pas aussi la sensibilité de Julia, elle a mal interprété. En se disant peut-être qu'elle a besoin de l'entendre. Tout à fait. Et au final, c'était peut-être pas forcément ce qu'elle avait besoin d'entendre à ce moment précis. C'était surtout pas le moment, parce que du coup, Julia, elle allait redémarrer dans des soins qu'on savait lourds, parce qu'on lui avait annoncé, parce qu'elle était majeure, c'était avant tout elle, voilà. Mais on a été aussi convoqués avec mon mari par Mathias, que ce cancer, c'était à son âge très grave et rare. Alors grave et rare, c'est vrai que ça... Il y a de quoi s'inquiéter, mais surtout qu'elle savait tout à fait à quoi s'attendre, puisqu'elle était passée par là 2 fois déjà. Tout à fait. Ouais, à la fois le médecin est important aussi, parce qu'il est important, on lui donne notre confiance et toute notre vie en main finalement. Donc c'est vrai qu'il y a un effet aussi où on attend des fois plus de son médecin, c'est-à-dire aussi un peu d'empathie. Et quand on lui donne sa vie en main, c'est vrai que c'est important d'avoir un médecin qui nous donne même un sourire et qui comprenne un peu notre état de fait. Après, tous les médecins que j'ai rencontrés avaient été très compétents, mais effectivement, avec Mathias, il y avait une posture d'humanité, une bienveillance,
je parle des séances de ping-pong avec Julia pour lui redonner un peu de la force. Allez, on y va. Une complicité, et en même temps, Julia, elle pouvait s'appuyer sur lui. Elle a été cash, Julia a un caractère assez cash. Et du coup, Mathias aussi pouvait aussi lui dire. Mais sans doute qu'il lui a dit des choses qui devaient être dures. Mais à des moments, peut-être elle était plus en mesure de l'entendre. Oui, et ça joue beaucoup. Il y avait déjà une relation de confiance qui permettait de dire les choses, surtout. Alors que le médecin... sinon, c'était brûler les étapes. C'était brûler les étapes. Il fallait déjà qu'il y ait une relation de confiance pour pouvoir dire les choses. Du coup, cette empathie qui finalement est une base et qui permet d'avancer et de voir encore quelque chose de positif, même derrière les épreuves et derrière la souffrance. Vous diriez que dans la société, dans votre milieu professionnel, etc., vous avez trouvé les gens à votre écoute, ou au contraire, ça a été très très compliqué d'aborder des thèmes comme ce thème-là du deuil, en fait, qui est presque tabou dans notre société. Alors, il y a un passage dans le livre qui a été facile à écrire. Je parle que Céline aussi connaît le contexte. C'est plus le cas maintenant là où je travaille, mais j'ai eu une période où j'ai pas du tout été aidée pendant la période de maladie de Julia. 2 directrices, une directrice et chef de service très très durs, des congés qui n'étaient pas acceptés, du mépris, enfin voilà, j'ai été assez malmenée pendant cette période-là. Du coup, ma force, ça a été le répondant, de ne pas me laisser faire, mais j'en ai bavé, j'aurais pu aussi partir en me disant que voilà, je lâchais prise et j'allais chercher du travail ailleurs, mais j'avais pas aussi la force d'aller ailleurs. Mon combat était... ça faisait un combat supplémentaire. Un combat supplémentaire, tout à fait. Et puis, dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré aussi, comme je le dis dans le livre, des personnes lumineuses, des collègues extraordinaires qui prenaient aussi des risques parfois pour couvrir mes retards. Parce que je faisais des allées et venues entre midi et 2 à Bérard, j'étais pas très loin en métro. Donc voilà, il y avait une forme de, comment dire, presque de la solidarité. Une solidarité extraordinaire. Mais ça touchait à l'humain et donc ça dépendait un peu de chacun. Par rapport au cadre, au dispositif, vous disiez c'est difficile par exemple de se faire donner des RTT parce que tout simplement tout n'est pas prévu pour. Du coup, qu'est-ce qui pourrait encore être amélioré si quelqu'un par exemple était dans la situation que vous avez connue il y a 4-5 ans? Qu'est-ce qui pourrait améliorer son quotidien? Que les dons, enfin les personnes qui veulent faire don de leur congé soient, le dispositif soit, facilité. Moi, il y a 4 ans en arrière, il y a une loi qui est passée, donc en 2020, qui facilite aussi, je veux dire, il y a des congés prolongés pour le deuil est reconnu, enfin les parents ayant perdu un enfant, c'est reconnu comme quelque chose, une épreuve tellement difficile. Ce qui n'est pas logique déjà en soi. C'est contre nature. Parce que du coup, comme je dis dans le livre, moi j'étais en arrêt bien sûr. Enfin, j'ai eu 5 jours. J'ai eu 5 jours. J'ai pas été en arrêt maladie pour le décès de Julia. C'est peu finalement 5 jours. 5 jours, c'est très bien. Comme je dis, 5 jours, c'est vous avez 8 jours quand vous vous mariez. Donc pour voilà. un moment heureux. C'est plus facile de voir les choses côté. Et finalement, on ne se remet pas parce qu'il y a aussi psychologiquement, il faut se reconstruire, on perd une part de soi. Moi, j'aurais pu être en arrêt maladie, je suis restée absente à peu près 7 semaines, enfin presque 2 mois on va dire. J'ai soldé tous mes RTT et mes congés restants. C'était en fin de l'année, et du coup j'ai eu les 5 jours, et bon, toutes les personnes qui voulaient faire don d'un congé ou des RTT, tout a été bloqué, parce que ce qui a été mis en avant, c'est que Julia était majeure, et qu'elle était décédée. Mais un enfant qui soit majeur ou mineur, c'est un enfant, ça reste un enfant. Donc s'il y a vraiment... Même s'il a 50 ans... Tout à fait, ça reste un enfant à vie. Et ça, effectivement, je pense que sur le plan affectif, tout le monde l'a compris. Enfin, je veux dire... Bien sûr, c'est impensable. Parce qu'à l'époque, ma direction avait déjà changé, tout le monde a été très très embêté, mais les rouages de l'administration, ils ont tout bloqué. Et la loi est passée après, c'est ça, en 2020.
en 2020, voilà, déjà s'il y a quelque chose à changer, parce que je ne vais pas dire de bêtises, mais me semble-t-il que quand c'est un enfant majeur, ça reste un peu compliqué encore. Hein. Voilà. On peut dire, finalement, on peut pas vu que c'est les élections en ce moment, vu que c'est les élections en ce moment, on peut peut-être lancer un message à réfléchir sur le deuil des parents quand ça arrive, peut-être prolonger la date et donner aussi peut-être des filiales pour rencontrer des psychologues ou des choses pour s'en sortir finalement. Alors vous avez des dispositifs d'aide, hein, mais quand on est retourné à l'hôpital, rencontrer Mathias, comme je le dis dans le livre et tout, il nous a été proposé de rencontrer des associations de soutien. Avec mon mari, on n'a pas souhaité. On n'a pas souhaité. C'était peut-être pas le moment. Il faut peut-être relancer aussi les gens. Voilà, avoir un système de dire on va relancer les gens dans 6 mois, on va pas les abandonner. Peut-être que là ils ont un moment justement de se retrouver seuls. Parce qu'il y a ce moment où si on a envie d'être seul dans un petit moyen, enfin justement pour faire son deuil pudiquement. Je redis encore ce mot, je sais pas pourquoi il sort plusieurs fois, mais voilà, c'est pudique la mort aussi d'un enfant. Donc c'est vrai qu'on a besoin de se retrouver d'abord seul, de faire vraiment son deuil en pleurant toutes les larmes de son corps, comme on dit. Et peut-être après être relancé au moment voulu, où on veut tendre la main pour pouvoir être accompagné différemment. Je suis retournée en septembre à Bérard, septembre de l'année suivante. De 2021, là. Ah, parce que j'ai repris contact avec Mathias, avec un autre médecin qui a connu Julia, et puis une infirmière, Véronique, dont Julia parle aussi dans sa partie. Un moment très très émouvant, bien sûr. Je leur ai apporté des livres. Et du coup, Mathias, on a profité pour relancer justement si on avait besoin d'être aidé. On le garde dans un coin de notre tête. Alors, mais on n'a pas franchi le cap d'aller vers une association. Enfin voilà, on n'a pas. Mais ça permet quand même de ne pas se sentir lâché non plus. Tout à fait. On l'utilise pas, mais on sait qu'on pense à nous. Tout à fait. Voilà, c'est ça aussi qui est important parce que on peut attraper la main à tout moment. Finalement. Puis comme je le dis dans le livre, on a été tellement longtemps dans cette maladie, hein, je veux dire par 3 fois. Elle ne nous a pas lâchés quand même, alors qu'on pensait y échapper. On est passé par des états émotionnels, c'est l'ascenseur, ça va, on fait ça, c'est pas, ça y est, on repart du côté de champagne à chaque fois. Champagne à chaque fois. Quand même, moi je bois pas d'alcool, mais bon voilà. Le chien, voilà. Le chien avait droit à c'était vraiment des moments, je veux dire, comment dire, des victoires. Et quand ça repartait, c'était douloureux. Donc cet état émotionnel a été très très lourd. La troisième fois, la troisième annonce, elle a été... Il y a une usure aussi. Une usure. D'avoir combattu et de voir qu'il faut combattre. C'est tout à fait. La troisième, elle est arrivée à un moment où tout allait bien. Julia était partie en vacances. Elle revenait de Corse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, personne s'y attendait. Personne s'y attendait. Elle était déclarée en rémission pour la 3e fois. Elle venait juste enlever le cathéter, etc. Mais du coup, ça lui a offert 10 belles années, des voyages, un ami, une vie en accéléré, mais une vie en accéléré. Et encore, je disais, en France, les soins sont pris en charge à l'étranger. Moi, j'ai mon cousin qui est sur New York, aux États-Unis. Il a eu un cancer, ma tante l'a soigné, et c'est vrai que ça a un coût énorme. Et là, je parle en milliers d'euros finalement. Les familles, des fois, s'engagent dans des crédits énormes pour pouvoir soigner leurs enfants. Là, vous avez raison d'aborder cette question financière. On n'ose pas trop l'aborder. C'est pudique aussi, mais ça en fait partie. Donc du coup, moi, quand Julia avait besoin de nous, parce qu'après l'autogreffe, elle est restée quand même pratiquement 1 an déscolarisée. C'est mon mari qui un temps s'est arrêté de travailler. Moi, j'ai continué à travailler. C'était un peu plus compliqué, voilà. Puis il ne fallait pas tous les deux à la maison, donc ça a été discuté comme ça. Et du coup, on m'a proposé une assistante sociale, une fois que j'avais rendez-vous, elle me dit mais vous pouvez aussi prendre un congé vous permettant de s'occuper de Julia et tout. Donc je me suis renseignée. Déjà, c'est un congé, alors effectivement, ce dispositif, il doit aider certains parents, mais pour moi, il n'était pas adapté parce qu'il fallait anticiper les jours où on allait être absent. Alors que vous ne saviez pas du tout si Julia... Les urgences, ça pouvait être tous les jours.
À l'époque, c'était toujours avec 2 directrices très compliquées, la négociation était impossible, ou alors s'il y avait possibilité de s'entendre, je me disais toujours qu'est-ce qui va me tomber dessus après, voilà. Donc je demandais rien. Et puis, alors la question financière, elle compte, hein. Son frère faisait des études, une maison à payer, enfin voilà, les charges, elles restent les mêmes. Si on veut apporter aussi de confort à notre vie pour supporter aussi la maladie, on s'offrait aussi des petits plaisirs, hein. Donc et du coup on se disait, l'indemnité, on se dit non, ça va pas être possible, quoi. Donc alors après dans la balance, mais après on n'a jamais culpabilisé par rapport à ça, parce qu'on a toujours trouvé, ce qu'il fallait faire pour rester au plus près de Julia et qu'on soit tous bien. Mais voilà, ça a été à un moment donné, il fallait voir comment on allait s'y prendre, quoi. Ça a été un peu un moment de se dire, est-ce qu'on arrête de travailler, est-ce que voilà. Financièrement, comment on va s'en sortir si on financièrement, c'est pas les soins eux-mêmes, c'est le fait d'accompagner une personne comment qui gérer a cette des situation soins, d'urgence qui a besoin d'une présence de tout instant. Et de se dire non, il ne faut pas culpabiliser. La question financière, elle est aussi à penser. Alors à l'hôpital, quand vous avez abordé, on a vu aussi des familles dans des situations de précarité. Nous, on n'était pas, on travaillait tous les deux. Enfin, je veux dire, déjà aussi installés dans la vie. Hein, quand vous voyez des jeunes parents, des très jeunes enfants. Enfin, nous, son frère était pratiquement plus à la maison. Il faisait des études, voilà, mais bon, il était autonome. Par contre, j'ai vu des familles en situation de précarité, pour le coup, à devoir être en tension, s'occuper des petits, des grands, enfin à la maison, famille nombreuse, c'était compliqué pour certains. Et du coup, que les soins, c'est en France, hein, que les soins puissent, enfin je veux dire, soigner tout le monde, enfin je veux dire, c'est plutôt bien. C'est plutôt une bonne chose là-dessus, parce que les frais médicaux sont énormes. Donc il y aurait cette question en fait d'accompagner au mieux les familles avec plus de latitude pour éventuellement garder l'enfant, se mettre en arrêt partiellement, etc. À construire. Donc. Et on a parlé aussi de plus de souplesse dans la manière dont la solidarité pourrait se mettre en place à tour de rôle, hein, à l'échelle professionnelle pour que chacun se sente accompagné dans ces moments douloureux. Et puis par rapport peut-être à la recherche, par rapport au traitement, etc. Si nous devions terminer sur cet axe, parce que l'émission va bientôt se finir, vous diriez qu'au final, il y a encore beaucoup à faire, ou bien on arrive à soulager la douleur de l'enfant et on arrive à avoir des traitements efficaces? Alors la douleur de l'enfant, je pense qu'on est arrivé, Julia, en tout cas à chaque fois qu'elle en a eu besoin, la douleur a été soulagée, mais c'est difficile d'apprécier, hein. Julia était assez dure à la douleur. Alors quand elle annonçait que c'était sur l'échelle de 1 à 10, quand elle annonçait que c'était 6, on se disait, on peut en rajouter. C'est qu'elle, voilà, c'est 8,5, quoi. Voilà, tout à fait. Du coup, elle était toujours très pudique, hein, voilà. Ses limites, elle les élargissait, hein, voilà. Donc du coup, les médecins étaient attentifs, hein, ils avaient appris à connaître Julia. Je dirais que la recherche pédiatrique, Julia, on pense, parce qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout, du coup, que le 3e cancer, en tout cas, révélait qu'il y avait un niveau génétique. Et là, je pense que la recherche pédiatrique, sur le plan de au niveau génétique, il y a encore beaucoup à faire. Les 2 premiers cancers que Julia a eu, donc la maladie d'Hodgkin, les traitements sont lourds. Et ça laisse des séquelles, hein. Julia, elle avait aussi des organes après, certes elle était soignée, endommagée à cause des soins à cause des soins. Les effets secondaires souvent stipulés. Et effectivement, le coup de colère qui a été dans le livre par rapport à la recherche pédiatrique, je pense qu'actuellement les traitements ils sont principalement axés sur les adultes, et pour les enfants c'est certainement plus complexe, plus coûteux. Donc moins peut-être pour les laboratoires, moins avantageux, voilà. Je pense que là, il y a beaucoup à faire. Là où aussi, je pense qu'il faut être attentif, c'est ça s'est beaucoup développé, hein, je l'ai vu par rapport au premier cancer, 2e et le 3e, où effectivement, l'enfant reste très peu à l'hôpital et après, les soins se passent à la maison.
Et quand la maison se transforme en hôpital, ça c'est très compliqué. Très très compliqué. C'est toute une organisation. C'est toute une organisation. Les médicaments pas dans sa chambre parce qu'on veut que ça soit quand même un espace un peu préservé. Mais du coup, ça devient une pharmacie. C'est une pharmacie, toutes les précautions, vous arrivez à vous isoler socialement parce que du coup, on vous dit qu'il faut être attentif aux sources infectieuses. Donc c'est des épisodes aussi difficiles. Alors certes, un grand bonheur d'être tous ensemble à la maison. Mais ça demande des grosses contraintes. Et puis d'apprendre aussi comment gérer aussi, parce que ça, vous avez dû l'apprendre sur le tard aussi. Là, ça a été une organisation et beaucoup d'énergie. Des fois, on se retrouve seul à gérer des choses. On se dit, on appelle le médecin, on n'appelle pas. Donc, oui, c'était au quotidien. Le quotidien a été totalement bouleversé. Et ça a été un quotidien où effectivement on a avancé avec de la souffrance et aussi avec de la joie. On a vécu aussi des moments très, très heureux dans ces moments où on était tous ensemble à la maison, quoi, avec toujours Amy à nos côtés. Et du coup, ce serait finalement ce qu'il faudrait essayer de rendre plus fréquent, les soins à la maison tant qu'on peut, éviter l'hôpital, ou au contraire, vous diriez, dans certaines conditions, certains ne seraient pas capables peut-être de gérer cet aspect médical. Je pense que pour certains parents, c'est très compliqué. Nous, on n'avait pas des enfants en bas âge. Enfin, je veux dire, on avait Julia, elle était au centre, du coup... Mais vous pensez qu'on vous l'auriez proposé, même si justement il y avait eu d'autres enfants en bas âge et une situation familiale moins stable? La politique de l'hôpital, c'est tout ce qui peut se faire à la maison se fait, c'est développé. Les infirmières à l'hôpital, les infirmières, on vous apporte tout le matériel à la maison. Non pas, c'est aussi... pour des économies financières. Il y a un équilibre à trouver. Un équilibre, et quand les parents alertent, je pense que, en tout cas, nous, Mathias nous demandait, ça va, vous allez bien, parce qu'il y a aussi des dispositifs pour les aidants, des moments de il y a des parents qui n'ont pas les milieux, il y a des parents aussi qui n'ont pas l'endroit pour accueillir manque de place au niveau de l'immobilier, parce qu'il y a aussi le mal logement en France qui est là aussi. Je pense que là, je ne dirais pas qu'il n'y a pas une attention. Je pense que chaque situation est particulière et doit être prise en compte. En tout cas, je pense que le centre Léon Bérard, je pense qu'ils y sont attentifs à ça. Mais moi, ça m'a traversé plusieurs fois en disant, à des moments, j'en pouvais plus de voir cette organisation qu'il fallait avoir à la maison, cette responsabilité. Vous êtes parent, soignant, votre enfant va pas bien, quel moment il faut appeler. Ça peut être source aussi de disputes, parce que il faut bien s'accorder. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais vous y êtes arrivé. Vous diriez du coup, quel serait l'idéal? Bon, l'idéal, évidemment, si on parlait malgré la maladie, etc., ça serait un soignant à domicile? Ça serait ce type d'organisation, ou ça serait carrément de transporter la famille à l'hôpital et d'avoir des pavillons où quasiment les familles puissent... C'est ce qui se fait déjà, il y a des familles qui peuvent rester... Alors on n'était pas loin de l'hôpital aussi, on habite en dehors de Lyon, mais on n'est pas loin. Mais il y a des centres, des maisons près de Léon Bérard. Récemment, il y a une maison qui a été inaugurée d'ailleurs pour justement les parents qui ont besoin aussi de rester à proximité de l'hôpital. Je pense que chaque situation est particulière et qu'on doit s'approcher le plus des situations pour être en position d'aide aux parents pour effectivement que les soins se passent au mieux. Et puis en adéquation avec chaque... Voilà, c'est ça, dans les demandes de la famille. Il ne faut pas que ça rentre dans un dispositif, c'est comme ça, il ne faut pas que ça soit figé. Que les propositions soient faites aux familles en tout cas et qu'elles puissent justement avoir le choix de choisir comme elles le veulent. Le choix d'être aidé, le choix des moments de dire non, j'en ai pas besoin, mais de revenir en arrière, de pouvoir aussi... avoir son temps. Ouais, tout à fait. D'avoir le droit de changer d'avis aussi, et d'être fatigué parfois, d'être découragé dans certains moments, etc. Parce que pour l'enfant, je l'ai vu pour Julia, on supportait beaucoup, on montrait, s'il fallait pleurer, c'était... On n'a jamais caché notre état émotionnel, mais à des moments, il faut tenir le coup, et puis c'est dans la durée, c'est un marathon. C'est un marathon, surtout par 3 fois, quoi.
Et donc le livre prolonge encore ce marathon, on lui donne encore la parole et Julia reste parmi nous. Est-ce que du coup Mathias l'a lu? Est-ce qu'il vous en a fait un retour? Ou est-ce qu'il n'a pas osé ouvrir le livre depuis qu'il est... Alors Mathias, figé, je lui avais envoyé avec l'infirmière Véronique qui travaille en binôme, je leur avais envoyé le recueil de Julia. Donc 4 ans en arrière, sans penser que j'allais faire le livre encore. Hein. D'accord. Mais enfin voilà, j'avais appelé Véronique auparavant, l'infirmière, en disant est-ce que je peux vous envoyer ce qu'a laissé Julia. Enfin je veux dire, elle m'avait dit il n'y a pas de souci, Madame Reich et tout. Et elle m'a dit je l'enverrai, je le ferai passer aussi à Mathias. Donc de retour, j'en ai eu un de Véronique, mais pas de Mathias. Et quand je leur ai apporté le livre, j'ai eu un retour pour la fin, pour les vœux de la nouvelle année, j'ai eu un retour de Véronique, mais pas de Mathias. Mais je ne m'attendais pas de retour. Non, bien sûr, mais ça doit être très compliqué. Ça a dû être, voilà, et c'était, en tout cas, cette rencontre, ce retour à l'hôpital, ils ont pris le temps, on a bien pris pas moins d'1 heure, donc c'est du temps aussi pris sur les soins des enfants. Ils m'ont consacré ce rendez-vous-là. Ils étaient très 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 touchés par le livre. On a beaucoup parlé de Julia, on s'est raconté des anecdotes. Julia, elle reste quand même, elle a marqué là-bas le service Julia, de par ses passages, 3 passages, ça s'oublie pas. Et le dernier épisode, enfin, ce qui était assez extraordinaire, des fois je leur ai dit vous avez été d'une patience quand même sans limite, c'est qu'ils avaient accepté que Benjamin, son compagnon, dorme à ses côtés. Service pédiatrique quand même, voilà. Donc il y avait cette entorse au règlement et tous les deux, avec bien sûr beaucoup de souffrance, hein, mais tous les deux ont eu une vie pas possible en service de pédiatrie. Donc ils ont, la dernière année, là en 2017, ils ont marqué le service quand même, en plus avec des moments difficiles, hein, quand elle est retournée en réa, enfin voilà, ça a été... Donc Julia... je sais que Mathias a une photo de Julia dans son bureau, Véronique aussi, il y a quelque chose qui reste. Il y a un lien très fort. Il y a un lien très fort. Qui s'est construit. Par rapport à cette histoire aussi singulière. Voilà. Eh bien, je suis désolée, mais il va falloir qu'on s'arrête là. Et nous avons été beaucoup touchés, très émus évidemment de parler de Julia et de parler de votre combat, et puis de ce livre et de cette manière très publique dont vous lui rendez hommage, en sachant que pour d'autres parents, peut-être cette parole peut être un peu apaisante, de voir qu'il y a quand même de la lumière, même dans les moments de chagrin, et que rien ne disparaît vraiment, et que ça vaut le coup de se battre pour ces petits moments de bonheur et ces grandes victoires. Et moi, je retiendrai qu'elle a eu dans son lit un chien dont on a caché l'existence, puis un pseudo-mari dont on a caché également qu'il était en service pédiatrie. C'était donc une histoire assez osée, malgré tout. Hein. Et en même temps tellement emblématique de cette vie qui fait que des fois on contourne les règles, parce que c'est aussi l'étincelle qui nous permet d'avancer et qui donne de la valeur aux choses. Et merci beaucoup du coup Céline pour avoir épaulé Hélène, et Hélène pour nous avoir parlé de Julia, et merci à David qui a bien voulu à des moments intervenir par rapport aussi à la problématique de la maladie chez les jeunes, et de cette question qui ne doit pas être tabou et qui est celle du deuil, parce que le deuil fait partie de notre vie aussi. Tout à fait, elle est partie juste un petit peu avant nous. Merci beaucoup en tout cas à tous, et merci aux auditeurs, et je vous dis à dans 15 jours pour une autre émission de Rivage. Merci. Merci à vous.